responsable. Donc, c'est des chiffres que vous connaissez peut-être déjà. Effectivement, mondialement, le numérique, donc on ne parle pas que du web, mais vraiment tout le numérique, donc la télé, tout ce qui est streaming, etc., c'est 3 à 4% des émissions mondiales. 2,5% en France parce qu'on a une énergie plutôt décarbonée. Voilà, donc on sent qu'il va falloir faire quelque chose. C'est quand même une grosse part d'émissions. Ce qu'on voit, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a 79% de cette répartition en fait, qui est due aux terminaux. Donc les terminaux, ça va être les ordinateurs portables, les mobiles, les smartphones qui sont une grande part de ces terminaux. Ensuite, on n'a que 16% sur les data centers et 5% sur les réseaux. Donc les réseaux, c'est tout ce qui va faire transiter l'information, que ce soit réseau mobile ou réseau filaire. Ce qui est intéressant pour nous, c'est de nous dire quel levier d'action on a déjà à ce niveau-là, en fait. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on va faire c'est les terminaux qui consomment. En fait, nous, l'idée, c'est de se dire il va falloir qu'on propose des solutions qui soient simples, sobres, pour pérenniser les terminaux. Tout simplement, si vous allez scroller sur un site web et que vous vous rendez compte que tout rame, etc., vous allez dire il est temps de changer mon smartphone. Et en fait, l'idée, c'est de faire des sites qui ne rament pas, même sur des anciens terminaux. 3 autres graphes qui sont assez intéressants. On se rend compte que c'est 80% des émissions qui sont dues à la fabrication. Donc, raison de plus qu'on disait, pérenniser les terminaux, ça va nous permettre de limiter les émissions à ce niveau-là. Et donc, c'est l'utilisation qui va être à 20% responsable des émissions. Et dans cette utilisation, pour le coup, c'est les data centers qui sont responsables de quasiment 50% des émissions. Et en proportion à peu près égale, 28% pour les réseaux et 25% pour les terminaux. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'en fait, sur cette courbe-là, on voit que ça, c'est en bleu clair en bas, c'est l'énergie qui est utilisée pour les data centers, qui a eu tendance à pas trop augmenter, alors que la data a explosé. C'est un petit peu contre-intuitif. Ça va pas trop dans le sens d'aller vers du responsable. On se dirait finalement c'est pas si mal. L'idée c'est qu'en fait il faut tout diminuer. Donc c'est même plutôt un bon levier. Ça veut dire qu'on arrive à consommer un petit peu moins. Donc autant essayer de vraiment diminuer la consommation de data. Donc forcément les 2 autres gros leviers qu'on va avoir nous en tant qu'agence de communication ou studio de création, ça va être de limiter la data. Et le 3e levier, limiter l'utilisation, puisque c'est 20%. Donc l'utilisation, ça va être le nombre de rechargements que vous allez devoir faire parce que vous passez du temps sur votre smartphone, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire limiter l'utilisation ? Typiquement, ça va être créer des messages efficaces, donc des sites web sur lesquels vous trouvez l'information facilement, et surtout pas de création de dépendance. Donc je pense que tout le monde est un petit peu au courant de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, les algorithmes qui font ils font tout l'inverse, c'est-à-dire qu'on utilise le plus possible les réseaux sociaux. Ça dit déjà des choses dans la stratégie que vous pouvez adopter si vous avez un site web, et même dans votre stratégie de communication globale. Si vous utilisez les réseaux sociaux, vous allez aussi dans ce sens-là. Des ordres de grandeur qui font un petit peu mal, on va dire, c'est que l'impact positif est très très indirect et à très longue échéance. Les réseaux numériques ont une décorrélation plus grande entre l'utilisation et les économies qu'on peut faire par rapport à des réseaux physiques. Si on se décide de boycotter l'avion, ça va être assez rapide, entre guillemets, même si ça a un gros temps de latence, à faire en sorte de diminuer le trafic aérien. Sur les réseaux, c'est pas du tout pareil, et donc c'est vraiment à très très longue échéance qu'on pourra avoir des résultats. C'est un petit peu complexe, mais on va passer un petit peu là-dessus. On a pris l'exemple de 23 mégaoctets d'économie sur la visite complète d'un site, fois 100 000 visites, donc c'est une très grosse économie, on le verra après, et c'est déjà beaucoup de visites. On va économiser 2300 gigaoctets de données, ça représente uniquement 100 km en voiture. C'est un point qui est important pour nous parce qu'il y a beaucoup de communication aujourd'hui sur le web responsable. Il y a aussi beaucoup de communication qui nous paraît un petit peu greenwashing autour de ça, parce que c'est très intéressant d'aller dire on a fait un site web responsable, mais en fait
Si ça se résume à avoir mis des gobelets en plastique sur un événement, c'est pas forcément très intéressant. Ouais. C'est quoi un site responsable? Il y a les leviers d'impact pour être dans quelque chose d'un peu plus concret. On a quand même plusieurs grandes échelles. Là, on vous a mis un tri qui n'est pas forcément juste. Le tri peut varier en fonction des situations, en fonction du besoin de votre site, de son objectif, etc. et de ses fonctionnalités. Mais l'ordre de grandeur sur les sites qu'on appelle vitrines, qui sont la plupart des sites qui existent, on est à peu près dans cet ordre-là. La grosse partie qui est très difficile, et vous l'avez déjà entendu partout dans Internet sur la consommation, le streaming, etc., c'est la vidéo. Donc là, un des premiers leviers, c'est supprimer les vidéos déjà qui sont en lecture automatique. Quand vous arrivez sur votre site, il y a une petite vidéo très jolie en fond qui se lance, c'est très très beau, mais déjà la consommation en mégaoctets du site, elle est déjà cramée, c'est déjà fini. On ne charge pas ce qu'on appelle les API vidéo. Une API vidéo, c'est quand vous mettez un petit embed YouTube. Vous faites un article et vous mettez YouTube, il y a le player de YouTube. En fait, ce que vous ne voyez pas, c'est que vous avez déjà chargé la vidéo. Parce que YouTube, pour créer une sensation de dépendance, comme on disait un petit peu, et de fluidité, il va précharger la vidéo, même si vous n'avez pas cliqué sur Play. Donc vous avez déjà plusieurs mégaoctets qui sont déjà préchargés. Juste en mettant ça sur votre page, même si la personne ne clique pas, on a déjà chargé de la donnée. Donc globalement, pas proposer du tout de vidéo, c'est quand même une bonne alternative et un des premiers leviers parce que ça reste quelque chose qui est très énergivore en termes de transition sur les réseaux. Limiter le poids des images. Aujourd'hui, on commence à avoir pas mal de nouvelles technologies, de formats de compression d'images qui permettent vraiment de gagner en poids. On va le voir après, on a des cas d'usage où c'est pas encore très bien... les gens ne sont pas encore vraiment appropriés, donc il y a encore du travail à faire là-dessus, mais il faut y travailler et faire ce qu'on appelle du lazy loading, limiter le chargement. En gros, le lazy loading, c'est si la personne arrive sur votre site, qu'elle a déjà tout de suite trouvé l'information et qu'elle n'a pas besoin de descendre jusqu'à la galerie photo, et ben on ne charge pas la galerie photo. On chargera la galerie photo, on chargera les images que si la personne veut les voir, donc quand il scrolle. Donc c'est pour ça qu'on a une question de hiérarchisation de l'information, de mettre de l'information essentielle rapidement et de mettre des images que à la demande, que si la personne veut vraiment consulter et voir ces images-là. Les API tierces, on va en reparler beaucoup. Donc ce qu'on appelle les API tierces, c'est tout ce qui est le marketing, Google Manager, les pixels Facebook, Meta, etc. Globalement, c'est un tiers du poids de votre site. En gros, c'est ce qui ne sert à rien, ce qui ne donne pas d'informations à l'utilisateur, ce qui ne s'affiche pas, ce qui ne se voit pas. Et c'est en gros, en moyenne, à peu près un tiers du poids du site. Donc on essaye de les limiter le plus possible. Utiliser les caches serveurs et caches clients. Alors ça, c'est des technologies qui permettent de sauvegarder les fichiers qui sont chargés pour éviter que les fichiers transitent en permanence sur les réseaux. Le cache serveur, ça va impacter toutes les visites parce que tout le monde va bénéficier de ce cache. Et le cache client, va impacter surtout les visites récurrentes. C'est-à-dire quelqu'un qui va faire plusieurs visites, va consulter plusieurs pages. On va lui stocker une grosse partie du site sur son ordinateur à lui pour éviter de faire la transition réseau. Parce que comme on a vu, les réseaux, c'est quand même une grosse partie de l'impact écologique. Et donc l'idée, c'est de minimiser un peu ces poids-là. Utiliser des technologies standards, comme l'a dit Christophe au début, pour essayer d'avoir des terminaux qui sont toujours performants quand même, d'avoir des vieux téléphones qui rament pas et où on se dit bon bah je vais changer mon téléphone parce que même mon site à moi j'arrive pas à le voir, donc éviter ce genre de choses. Et réduire les parcours utilisateurs et se débarrasser de tout le superflu. C'est comme je disais tout à l'heure, si l'information essentielle qu'on cherche elle est en haut de page, qu'on n'a pas besoin de scroller, pas besoin de charger les images, etc. Et ben c'est là où on va gagner un peu de la sobriété et on va diminuer l'impact qu'on va avoir sur le site. On va parler après un peu des notions de label et d'index. Aujourd'hui, on a en gros 4 gros outils qui vont vous permettre de labelliser ou en tout cas de mettre une note sur l'impact du site. Ces outils, ils ont tous des défauts. Ils ont l'avantage, et c'est pour ça qu'on va les utiliser après, de pouvoir, pour des gens qui ne connaissent rien à la technique, de pouvoir un peu comprendre de quoi on parle et d'avoir une note qui représente quelque chose. Parce que si on rentre dans le détail technique, un utilisateur courant ou votre responsable RSE dans votre entreprise ne va pas forcément les comprendre. Donc ils ont quand même un intérêt, mais ils ont quand même des gros défauts. Le plus gros défaut, c'est qu'ils ne prennent pas en compte une vraie visite d'un utilisateur. Un utilisateur, il va visiter plusieurs pages. Les outils de notation, ils visitent qu'une seule page dans son intégralité à un instant T. Mais la succession des visites, il ne va pas du tout la prendre en compte. Donc ça, l'intérêt du cache utilisateur et cache serveur, lui, il le mesure pas vraiment parce qu'en fait, il ne va pas faire plusieurs visites à la suite. Il va aussi faire une visite intégrale. Donc dans le cas où on disait tout à l'heure où l'information essentielle est tout en haut et que les personnes ne scrollent jamais jusqu'en bas, lui, il ne va pas le prendre en compte parce qu'il va partir du principe que la personne va de haut en bas. Donc ils ne prennent pas en compte les paramètres ergonomiques. EcoGrader est un petit peu mieux parce qu'il prend en compte l'accessibilité. Donc est-ce qu'il y a des options d'accessibilité pour les gens malvoyants, pour les faciles à lire, à comprendre, ce genre de choses. Et ils ont
tous un peu leur doctrine écologique, on va dire. Donc ils vont tous dire par rapport à la technologie, EcoIndex et EcoGrader vont pas noter du tout de la même manière. Il y en a un qui va dire la complexité de la page c'est le plus important, l'autre va dire le réseau c'est le plus important. Donc ils n'ont pas forcément les mêmes axes d'amélioration, mais ils sont quand même utiles déjà pour nous, pour techniquement voir un peu les failles et quelque chose comme ça. Et comme je disais, de faire un travail un peu de vulgarisation et de donner une note qui aide tout le monde à comprendre à peu près où est-ce qu'on se situe. Je juste complète, en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas de normes comme on peut avoir des vraies labellisations. En fait, ça, ce sont juste des outils qui donnent une note qui n'est pas officielle, en fait, et qui ne note pas un site, mais juste une page. Et juste la chose qui est importante, qui nous paraît important, en tout cas, c'est par rapport aux enjeux d'un site web, il faut toujours faire attention aussi aux impacts directs du site web, donc sa consommation, on va dire, de data, etc., mais aussi l'impact indirect. On se pose la question, en fait, à ce moment-là, de se dire, est-ce qu'il vaut mieux un site très éco-responsable qui vend de la fast fashion ou un site qui fait de l'éducation populaire sur la transition, qui utilise de la vidéo? Il y a un moment où, enfin voilà, c'est important. Donc, est-ce que web responsable ou web sobre? On pose la question parce que nous, on n'aime pas trop la notion de web responsable. On l'a vu avec les échelles de grandeur qu'on a regardées juste avant. Et par rapport à ce que nous a présenté Thibaut en introduction, on va pas se leurrer. C'est votre politique RSE ou écologique, ça va pas juste être de faire un site web responsable et c'est bon, j'ai sauvé la planète. Clairement pas. Donc c'est pour ça que nous, on préfère quand même de parler de sobriété. C'est-à-dire que la sobriété, elle doit être dans tous les aspects de notre vie, dans toutes les couches, et donc dans le web. Et donc on préfère dire qu'on fait du web sobre pour éviter de tomber dans des clichés ou de se rassurer en disant ouais, je suis très responsable, j'ai fait des belles choses. Oui, mais le mieux c'est quand même de viser de la sobriété et des choses plus simples. On vous a mis un petit exemple qui va être intéressant un petit peu pour la suite. Alors le but c'est pas de taper sur Act with Surfer, qui font des choses très très bien. Mais ils ont affiché sur leur site leur éco-index du site qui était de B. Sauf qu'en fait quand on passe le site dans éco-index, en fait on a D. Et en fait, c'est pour nous, on voulait montrer ça pour symboliser quelque chose, c'est qu'un site internet, c'est pas un produit fini. C'est pas une fois qu'on l'a fait, qu'il a été éco-conçu, il va rester comme ça jusqu'à la fin de la vie. Non, un site, il évolue dans le temps. Les API, Google, etc. vont changer dans le temps et vont peut-être être plus lourdes. Et vous allez l'administrer, changer du contenu, rajouter des choses. Dans le cas de Act with Surfer, ce qui s'est passé, c'est que quelqu'un a mis une image qui faisait 10 mégas parce qu'il n'a pas fait attention aux normes d'image, à la compression, à la taille, etc. Et on voit que la note, du coup, elle change radicalement. Donc c'est important que l'éco-conception, c'est pas juste quand on conçoit le site, mais ça va être aussi sur toute la durée. Et afficher, c'est pas vraiment, comme disait Christophe, des vrais labels. Donc les afficher, il faut prendre un peu des mesures là-dessus, faire attention. C'est pas forcément une très bonne idée de dire on a eu telle note, c'est génial. Ça va changer dans le temps. Et aussi demander potentiellement à vos prestataires de mettre des contre-mesures en fait, qui évitent qu'une image de 2, 4, 5 mégas puisse être uploadée sur un site. En fait. Normalement, elle devrait, dans l'idéal, être convertie, être réduite, etc. pour leur utilisation. On va passer au retour d'expérience. Le premier retour d'expérience, c'était le site web de Mountain Planet. Donc là, pour le coup, on avait une demande explicite de faire un site web éco-responsable. Pour le coup, pour un site, pour un événement, je veux dire, qui est mondial, comme on disait tout à l'heure, avec pas mal de gens qui viennent en voiture, etc. Donc, en gros, nous, notre recommandation, à partir de là, à partir du moment où on a vu qu'ils voulaient potentiellement communiquer là-dessus, on leur a dit attention, faites attention à l'échelle de grandeur dans votre communication. Ce qui était très spécifique ici, c'est qu'on avait un site web en WordPress avec très peu de contenu, mais pas du tout optimisé, avec très peu de choses dessus, et finalement qui était très très lourd. Et nous, ce qu'on a dû faire à partir de là, c'était déjà améliorer le site un petit peu à tous les niveaux, proposer plus de choses, aller jusqu'à remplacer une application mobile. Ça fait beaucoup de choses pour faire quelque chose de plus sobre en fait. Donc c'était un assez gros challenge. Voilà, on a mis pas mal de choses en place. On va peut-être passer un petit peu vite. On pourra en reparler dans les questions si vous voulez. On va juste vous montrer un petit peu des captures du avant-après sur des pages clés du site. Juste pour vous dire que par exemple, ça c'était la homepage. On verra après. Mais voilà, c'est une homepage qui contient très peu d'éléments. Là, on a beaucoup de choses qui ont été rajoutées avec pas mal d'enjeux marketing, avec des pushs, des choses comme ça qui permettent de naviguer, de se retrouver dans le site. Et pourtant, on est bien plus léger sur le deuxième site.
notamment parce que même si il y avait déjà une identité visuelle en place, on a dû faire des propositions, on va dire, sur le traitement des images en parfois 2 couleurs pour largement diminuer leur taille, leur poids, pardon, et faire en sorte d'avoir quelque chose de plus sobre. Voilà, une deuxième page, exemple, on a des pages qui sont beaucoup plus longues avec une lecture plus facile au kilomètre, etc., par rapport à très peu de contenu et une page beaucoup plus lourde. Pareil, là, un petit peu compliqué de trouver de l'information, versus quelque chose qui permet ensuite d'aller vers des fiches, etc., d'être un petit peu plus structuré. Voilà, on passe un petit peu rapidement, mais c'est un petit peu comme ça. Je te laisse présenter les résultats. On vous présente rapidement l'analyse, on ne va pas rentrer dans les détails. L'idée, c'était un peu de vous matérialiser un peu l'évolution avec les notes dont on a parlé avant des différents outils. Sur une analyse, nous, on part sur au moins 4 pages primordiales, c'est les 4 pages les plus vues du site. Et on regarde un peu les moyennes entre l'avant et l'après. On voit qu'on a quand même une assez grosse évolution. On n'avait juste pas de résultats sur EcoGrader avant, mais on a quand même une bonne évolution. Ça, on leur présente un peu avec les notations, mais on voit que sur une visite complète, donc ce qu'on appelle la visite complète, c'est quand quelqu'un visite les 4 pages les unes à la suite des autres. Entre les deux, on a divisé par 10 à peu près le trafic et le poids du site, juste en utilisant des bonnes technologies, en réfléchissant des choses ergonomiques. Pourtant, comme on l'a vu avec Christophe juste avant, on a plus de choses, on affiche plus d'éléments, on a plus d'informations, mais on arrive à être 10 fois moins impactant au niveau de la sobriété du site. En mettant en place du cache, etc., on voit qu'avec et sans cache, on divise par 2 quand même la taille. Beaucoup moins de requêtes, beaucoup plus de choses, en ayant un site plus intuitif, plus léger, plus d'applications mobiles, comme disait Christophe. À savoir, pour avoir un petit point de repère, un site qui serait classé A sur ces outils, c'est un site qui n'aurait pour image que des images en vectoriel, on va dire, donc qui sont très très légères. S'il y a très peu d'éléments dans le vectoriel, si on a plein de nœuds, etc., dans le vectoriel, ça devient très très lourd. Qui a très peu de nœuds dans la page, donc un peu du texte au kilomètre, et voilà, c'est tout. Donc en gros, quand on arrive à être B sur un site, c'est déjà vraiment un gros effort. On dit souvent, pour faire la blague, qu'une note A, c'est une page blanche avec du texte, en gros, pour symboliser un peu les choses. C'est pas jusque-là, mais pas très loin. Au niveau des tops sur Mountain Planet, comme on disait, on a réussi à faire un site qui avait une vraie identité visuelle, qui démarquait vraiment et qui montrait un peu l'identité du salon, avec des images mais très légères. On n'est pas entré dans le détail, mais en haut on avait des images en seulement 2 couleurs, en vectoriel, qui sont beaucoup plus légères, qui font que quelques kilo-octets. Beaucoup plus rapide, beaucoup plus clair au niveau des visites et des retours qu'on a eu, et on voit qu'il est mieux référencé parce qu'on a une augmentation du trafic par rapport à l'ancien qui est quand même très significative. Ils étaient un peu surpris. Une petite fierté, pas de cookies, pas de bandeau, pas d'API tierce. On est quand même sur un très gros salon, pour ceux qui connaissent Mountain Planet, de l'aménagement en montagne. Il y a beaucoup d'enjeux économiques, il y a beaucoup de choses. Leur expliquer qu'on va pas mettre d'outils marketing, on va pas savoir exactement qui vient, on va pas savoir exactement quel est leur trajet dans la vie, quelle est leur pointure de chaussures et tout ça. C'est pas forcément évident, un message évident à faire passer auprès de ce genre d'entreprise qui cherchent à avoir des retours et à sensibiliser, enfin avoir de l'information sur ce qui se passe sur leur site. Donc c'est quand même pas mal de le faire passer, et donc des meilleures notes, ça c'était la conclusion facile. Par contre, on a quand même de l'analytics, mais avec une solution qui respecte le RGPD, qui est voilà. Et les flops, on reste avec des pages qui sont très complexes. On l'a vu, elles sont quand même très longues. C'est un défaut du site. Aujourd'hui, ce serait la chose améliorable du site, ça serait de diminuer un peu sa complexité. On a quand même des besoins marketing en page d'accueil, où la page d'accueil est quand même très longue et très lourde pour ce qu'elle donne vraiment comme information. Mais on est sur un client qui a besoin de faire de la réassurance sur sa page d'accueil, de montrer qui il est et que les gens se sentent bien, entre guillemets, en tout cas réassurés quand ils arrivent sur le site. Ce qui fait qu'on a une page d'accueil qui a quand même beaucoup d'informations et qui est très lourde, alors qu'une fois qu'on est dans le salon, c'est là où il y en a le pic de visite. 90% de visite, c'est pas dans le salon, et les gens zappent la page d'accueil pendant le salon. Et là, c'est là où c'est un peu dommage. Alors, on n'a pas parlé, on a un système de home alternative où on change les homes en fonction de pendant le salon ou avant le salon, mais pas les mêmes informations, justement pour que ça soit plus simple, plus léger, et aller plus à la formation essentielle en fonction du moment du salon. Mais on pourrait encore en faire un petit peu mieux. Et on n'a pas assez de pagination, c'est un peu la même chose que le 1, mais on n'a pas de page 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est un des outils, les premiers outils, un des leviers accélérateurs du poids du site, c'est les scrolls infinis. Ça c'est la mort totale. Donc, pour remplacer ça, on vient en arrière et on refait des paginations. Et là, il n'y en a pas assez sur le site, on pourrait en faire un petit peu plus. Deuxième Rex, c'est notre propre site. En fait, là, on est sur quelque chose qui est très différent dans le sens où on doit se vendre, nous, en tant que studio de création, pointu.
Et du coup, le challenge pour nous, c'était justement d'essayer de taper le plus fort possible en termes d'expérience utilisateur, mais en ayant la solution la plus sobre possible. Donc on est parti sur des choses plutôt en génératif, on va voir après. On avait besoin aussi de mettre plus de pages qu'avant pour être plus rassurant, d'avoir un meilleur référencement, etc. Donc encore une fois, en fait, on met plus de choses. Ça ne veut pas dire qu'on alourdit forcément la visite, mais on essaie de faire en sorte que tout soit plus simple en finalité. Il y a un autre point qui est assez intéressant à noter. On nous met aussi, nous, en tant que web designer, typiquement, des bâtons dans les roues. On avait Adobe XD qui permettait de maqueter des sites web en local, qui ne va plus être du tout supporté par Adobe parce qu'il y a eu un micmac et maintenant ça passe tout sur Figma. Figma est une solution 100% cloud. Donc si on fait de la maquette, on est obligé d'uploader en permanence des photos et de les télécharger et de les uploader et de les télécharger, ainsi de suite. Donc typiquement, quand on a travaillé sur notre portfolio pour créer toutes les pages d'études de cas, etc., on a plutôt fait la préférence de travailler encore en local pendant que c'est encore soutenu, en fait, que le logiciel fonctionne encore quelques mois pour bosser sur XD en local plutôt que sur Figma. Voilà. On voit qu'on a des pages un petit peu plus longues qu'avant. Là, on avait de la 3D. On a encore également de la 3D qui est interactive. C'est des choses qui ne sont pas des technologies sobres de base. Du coup, on en parlera tout à l'heure dans les tops. Mais on fait en sorte pour ne pas influencer sur l'obsolescence potentielle des terminaux. En fait, si on détecte que le terminal est vieillissant ou qu'il ne va pas être capable d'afficher correctement le site, on remplace tout par des choses qui sont beaucoup plus sobres, en fait. Voilà, on verra sur les différentes pages, mais en gros, ça c'était une page qui était plutôt simple, mais avec des animations qui n'étaient pas du tout optimisées, même si on avait déjà fait le choix de ne pas mettre de vidéo, etc. C'est des choses qu'on a largement améliorées. On voit qu'on a quand même assez peu d'images. L'idée, c'est de jouer sur de la typographie, c'est de jouer sur des mises en page assez riches pour arriver à avoir quelque chose qui soit attractif, mais on va dire sobre dans les médias qui sont utilisés. Autre exemple typique, on le voit un petit peu moins là sur cette page qui est une liste, mais là quand on représentait une étude de cas avant, on avait des images en pleine largeur. Ça sous-entend d'avoir que des médias qui font au moins 2000 pixels de large pour qu'ils s'affichent correctement. Là, le choix graphique, en fait, c'est d'avoir d'une mise en page un petit peu aérée, etc., avec des médias qui vont vraiment s'afficher beaucoup plus petits si on n'a pas besoin de les afficher en grand. Donc ça nous permet encore de gagner du poids tout en ayant des pages qui sont beaucoup plus grandes. Gaël parlait du scroll infini. On a mis aussi en place des outils. Là, on a un chargé plus qui est finalement un frein à l'affichage des médias. Donc non seulement on a du lazy loading, comme il parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que si je m'arrête là dans la page, tout ce qui vient en dessous n'a pas été chargé. Mais en plus de ça, il faut faire un effort, en fait. On va dire que c'est un dark pattern qui va à notre rencontre pour afficher plus d'images. On n'était pas très bon avant, on va être honnête. Hein. Celui d'avant n'était pas ouf. Il datait de 2015, on n'était pas encore sur ces enjeux-là. On avait quand même, on voit sur Ecoindex, typiquement ce genre d'incohérence où Ecoindex va noter certains aspects beaucoup plus lourdement que d'autres, où on a quand même une bonne note sur Ecoindex, mais en fait, c'était quand même pas ouf. On le voit plus sur les autres, qui sont quand même un peu plus conscients qu'avant, on n'était pas bon. Mais on a quand même une bonne évolution. Pour nous, le défi, c'était surtout d'arriver à un poids très léger, alors qu'on montre, nous, que du visuel, parce que notre métier, ça reste de faire que du visuel. Montrer que du visuel en faisant pas beaucoup d'images, comme a montré Christophe, des images plus petites. Vous pouvez pas cliquer sur les images pour les voir en plus grand, ça marchera pas. Elles sont dans la taille où on va les afficher vraiment. Donc on a vraiment gagné là-dessus, en fait. Et c'est ce qui fait qu'on gagne, par contre, moins sur les requêtes. Parce qu'avant, on avait 5 grosses images pleine largeur, pleine balle très lourdes. Là, on a beaucoup plus de petites images, donc on a un peu plus de requêtes. Mais par contre, on gagne beaucoup en poids. Et oui, je ne sais pas si vous êtes familier avec le poids des images, mais en gros, sur une visite complète de 4 pages, arriver à moins de 8 mégaoctets sur un site portfolio, ça reste un défi assez bien relevé, on va dire. Comme on l'a fait de nous, comme c'est notre site à nous, on y a passé beaucoup de temps, et donc ça a permis d'engranger, de réfléchir beaucoup et de retravailler beaucoup de choses qu'on avait fait, et de se dire mais comment ça on pourrait le faire mieux, comment on peut le faire plus sobre, comment on peut l'améliorer. Donc on a quand même pas mal appris sur ce site.
C'est pour ça qu'on n'était pas là l'année dernière, on n'était pas prêt. On voulait finir Mountain Planet et on voulait finir celui-là pour un peu de l'expérience parce que justement on était en train de découvrir plein de nouvelles choses et plein de connaissances et de travailler des nouvelles techniques et des nouvelles façons de faire. L'amélioration nette par rapport au site précédent, on l'a constaté. Le rapport UX poids excellent, on le voit aussi. Christophe, on a un petit peu parlé. On a une adaptation du site pour les terminaux datés. On met de la 3D parce que voilà, c'est quand même notre savoir-faire, c'est quand même des choses qu'on veut montrer. Mais il y a des appareils qui ne le supportent pas, qui le gèrent très mal. Donc en fait, on a tout un système où on dégrade les fonctionnalités du site en fonction du terminal. Si vraiment c'est un très vieux truc, il n'y a rien, il n'y a que des images à la place de la 3D et puis c'est tout. S'il peut faire un petit peu de 3D, on met un élément. S'il fait un petit peu plus, on en met 3, etc. Et on a un système comme ça de dégradation du site en fonction du terminal. Et une équipe de plus en plus sensibilisée. On est 6 à Wanaka. Tout le monde n'était pas forcément dans ces optiques-là, mais de chercher des solutions. On a arrivé à sensibiliser plus l'équipe sur ce genre de choses, quoi. Et on a des flops, malheureusement. Ouais. Il ne faut pas se passer des images. Ça, on a essayé, on y a réfléchi. Comment on pourrait faire pour montrer vraiment pas du tout d'images, etc. C'est quand même très difficile dans notre métier. On a quand même des technos avancés. Qui sont consommatrices d'énergie. Le WebGL, c'est la 3D. Il y a des ordinateurs, ils gèrent de la 3D, mais au bout de 5 minutes, ils ventilent, ils chauffent, et on sent qu'il n'est pas au meilleur moment de sa vie, quoi. Donc là, on a quand même des difficultés avec ça. Ça reste un flop. Et on n'a pas parlé sur les outils de mesure, mais les outils de mesure ne gèrent pas toutes les technologies. GTmetrix ne gère pas la 3D, il ne la voit pas, en fait. Donc lui, il part du principe qu'il a un terminal sans 3D, donc l'analyse qu'il donne, c'est la note sans la 3D. EcoGrader le gère pas non plus, et EcoIndex il fait un truc bizarre, il le voit mais pas vraiment, c'est un peu chelou. Mais on a des technologies qui sont du coup pas forcément représentatives dans les notations. On a des bons indices, mais on a beaucoup de nœuds. Pour faire des jolies animations sur un site, il faut mettre plein de nœuds, et donc il faut complexifier un peu la page, parce que c'est ça qui va faire qu'on va faire des animations qui se décalent, qui se découpent, etc. Il faut rajouter des nœuds, donc ça alourdit un peu la page, et ça, là-dessus on n'est pas bon, soyons honnêtes. Et on a un positionnement un peu bizarre. Les agences de com, on passe dans des réseaux sur le web, sur des sites d'agences de com, sur des sites d'inspiration graphique, etc. etc. Ce qui fait qu'on a énormément de visites qui ne sont pas du tout les clients qu'on cherche ou les gens à qui on veut parler. Ça peut être 80, pas chez nous forcément, mais 80-90% des visites. C'est beaucoup l'Asie qui vient chercher, copier, voler, des choses comme ça. Et on a quand même beaucoup de visites qui du coup sont hors de notre réseau et hors de notre cible qu'on voudrait atteindre et qui génère quand même beaucoup de trafic, mais on n'a pas vraiment de moyens de contrer ça aujourd'hui. C'est un peu compliqué. Le dernier ex, après on aura fini, on vous embête plus. Là, le contexte est très différent, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'identité visuelle en place, c'est nous qui la créons de zéro. C'est sur un contexte de prévoyance. Si vous êtes familier avec ça, c'est pas les sujets les plus fun qui existent. Du coup, nous, la direction artistique, il y a eu un parti pris fort, c'est de dire qu'on évitait de mettre tout ce qui est banque image de personnes qui essayent de sourire de façon pas très naturelle devant un appareil photo. Donc en fait, tout a été fait en illustration vectorielle. Et ça, c'est un très gros levier pour avoir du web sobre. Il y avait quand même besoin de densité informationnelle. On remet encore tous ces systèmes de navigation fluide et de cache dont on a déjà parlé tout à l'heure. Et par contre, eux, ils avaient des gros enjeux de transformation. Donc, ils avaient besoin de Google Analytics, etc. On va voir ce que ça peut donner. Donc là, il n'y a pas de avant-après parce qu'il n'y avait pas de avant. Voilà, on voit que c'est tout pour les personnes qui ne connaissent pas ce qu'est une illustration vectorielle, c'est au lieu que ce soit des pixels, ce sont des vecteurs qui déterminent les formes. Donc en gros, c'est quasiment tout des aplats. On arrive à des poids de page qui sont vraiment très légers malgré une complexité apparente des blocs. Voilà, avec toujours pareil des parcours utilisateurs qui essaient d'être le plus simple possible, des pushes qui permettent d'être redirigés à des endroits pour qu'on trouve l'information facilement. Voilà, on passe rapidement sur les fonctionnalités. Si vous avez des questions, vous pourrez en poser. Mais voilà, toutes ces pages que je vous montre, elles font partie du parcours qu'on a testé par la suite. Là, c'est un très bon exemple parce qu'on est clairement sur un site, on est sur 1 méga une page à peu près, 1 méga, même un peu moins, 900 kilooctets. Mais on a des API tierces. On a du Google et du remarketing.
Et c'est un tiers du poids. Donc on est impacté par un tiers du poids et on devrait être en A ou en B chez EcoIndex, mais rien que ça, on voit qu'on dégrade. Si on les enlève, on repasse la note du dessus et dès qu'on les met, on les met. Donc on voit qu'on a quand même une visite complète sur 5 pages qui fait quand même 1 méga 3. Donc on est vraiment sur très très léger. Un site moyen aujourd'hui, c'est entre 1 méga 5 et 3 mégas. En moyenne une page, pas un site, une page, pardon. EcoIndex dit que la page idéale, c'est en dessous de 1 méga. Là, on voit que sur une visite complète, 5 pages, on reste à 1 méga 3, mais ces outils ne le prennent pas en compte. Mais on est quand même dans un résultat qui est quand même assez performant. Au niveau des tops, donc des pages qui sont très très légères, qui se chargent très très vite, si vous y allez, on a souvent l'impression que le site il est tout chargé dès le début et qu'on passe pas de page en page. En fait, ici, on passe bien de page en page et on recharge des choses entre les pages, mais très très peu, et du coup, c'est très très fluide. Il reste sobre, mais il est assez attractif. On parle de prévoyance, d'accidents, de décès, de choses comme ça, mais on arrive à faire un truc qui est un peu, pas réenchanté, mais qui est un peu moins triste que quelqu'un qui signe un contrat d'une banque d'images, comme on disait. Et là, dans les règles, on est à peu près tout bon, sauf sur 2 points qu'on va voir dans les flops. Tout à l'heure, j'ai parlé de Act for Riders, Act for Surfer. On a les mêmes problèmes. On a à un moment le client qui, au lieu de mettre un SVG, donc comme disait Christophe, un SVG c'est des mathématiques en fait, c'est des chiffres, c'est pas du pixel. La différence de poids, un SVG c'est 100 fois plus léger, entre 50 et 100 fois plus léger qu'une image à peu près. Ça dépend du SVG, mais dans les moyennes c'est à peu près ça. Il a voulu changer une image, il a mis un PNG. Donc il n'a pas mis un SVG, donc 100 fois plus lourd. Donc tout de suite on a vu que sur le site il y avait un truc qui allait pas. Donc on n'est pas encore dans la formation par rapport à ça. Il y a encore de la sensibilisation à faire auprès des gens, d'expliquer c'est un format qui n'est pas facile. Il n'est pas reconnu par Windows, donc on n'a pas la preview dans le navigateur de l'image, etc. Donc c'est un peu pénible. C'est une mutuelle, ils ont besoin de vendre des mutuelles, c'est quand même leur métier. Et donc là, se passer des API tierces, c'était compliqué. On n'a pas réussi à passer ça. Et c'est dommage parce que c'est vraiment en termes d'éco-responsabilité, de sobriété, c'est ça qui pénalise aujourd'hui le plus. Et notre bête noire, vous avez compris, c'est les nœuds. La complexité des pages, on est encore un peu mauvais là-dessus. On essaie de faire des animations sans trop de complexité. Mais bon, je pense qu'on est quand même pas mal. On a vu des notes qu'on c'est juste l'idée qu'effectivement, si on veut diminuer le nombre de nœuds, on est obligé d'enlever des animations, on enlève une partie de l'attractivité du site en fait. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de travailler sur le meilleur rapport entre les économies qu'on arrive à faire et quand même avoir quelque chose qui soit pas finalement juste moche quoi. La suite, de toute façon, en tant que si vous avez une marque, une destination ou autre, de toute façon, c'est encourager la sobriété numérique à tous les niveaux. Donc c'est pas seulement sur le web, comme on disait tout à l'heure, les écrans, etc. C'est la fabrication la pire. Si vous avez besoin de nouveaux écrans géants pour faire passer de l'information, il y a parfois des arbitrages à faire potentiellement. Évidemment sur les sites web, faire attention à la vidéo comme on disait. Généraliser les bonnes pratiques sur le web. Évidemment challenger vos prestataires. Comme on disait aussi, il y a des prestataires qui sont beaucoup sur la mouvance web vert, etc., qui ont même des noms qui sonnent comme ça. C'est très bien, en fait au moins ça donne de la visibilité à ça. Par contre, il faut se méfier des sites qui sont livrés, comme on disait tout à l'heure, mais ils vont évoluer et du coup ça peut se transformer en site qui est finalement très très lourd. Et puis comme on le disait tout à l'heure, prendre en compte tous les scopes, c'est-à-dire la conception, l'utilisation, mais la finalité du site. Donc si c'est pour faire, comme on disait, un site vraiment très bien conçu, mais qui vend des choses qui sont complètement contre-productives pour l'environnement, ça vaut pas vraiment le coup. Ou voire on fait du greenwashing avec quoi. Voilà, si vous avez des questions. Merci. On a bien compris que le web responsable, c'est dans la finalité ou même en parallèle de tous les gestes qu'on va mettre en place. Bien entendu, il y a beaucoup de choses au sein d'une marque, d'un territoire déjà à regarder, la mobilité, tous les impacts en fait ne sont pas neutres. Et ça n'empêche pas qu'il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer, mais en tout cas, c'est bien de nous avoir donné les clés là-dessus. Moi, j'ai une petite question pour démarrer, comme ça va peut-être aussi vous donner envie derrière d'enchaîner. Demain, on doit changer peut-être notre charte graphique. Comment on s'y prend dans le sens pour concilier, on va dire, du print plus du web, forcément. Souvent, on parle de dark mode. On dit c'est bien justement d'être plutôt sur des effets noirs sur le web, etc., ou sur le portable.
mais ça va faire des gros aplats sur le print. Donc il y a toujours cette dualité. Comment concilier les deux? Voilà. Alors effectivement, le dark mode, c'est une question intéressante parce que c'est un petit peu dans toutes les bouches. La problématique du dark mode, c'est que ça ne fonctionne que sur les écrans OLED. Et les écrans OLED, c'est les portables les plus chers de dernière génération, ou certaines TV, mais très peu d'écrans en fait, d'ordinateur, par exemple. Donc les écrans OLED, si un pixel est noir, la LED est éteinte. Donc elle ne consomme pas d'énergie. Sur les écrans LCD, tous les cristaux ou je sais pas, la technologie sont allumés. Donc quoi qu'il se passe, qu'on affiche des pixels noirs ou blancs, ça ne fait aucune différence. Au contraire, si on commence à se mettre trop de bâtons dans les roues pour le print, effectivement, et être obligé de mettre beaucoup d'aplats de noir, c'est complètement contre-productif. Donc nous, c'est même pas un sujet là dans la présentation. En gros, c'est sur le web, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'enjeu à vouloir afficher des choses noires. Après, il y a des choses qui sont en train de se développer en ce moment sur certains sites. Il y a des destinations qui le font. On a vu que c'est Valto, je crois qu'il le fait, ouais. Qui propose, alors c'est très très sobre, c'est encore un petit peu timide, mais qui propose une navigation plus sobre et qui encourage le fait de dire, bon bah là on vous a mis plein d'images, des vidéos, mais si vous cliquez sur ce bouton-là, vous allez économiser du CO2. Et en fait, ça permet de basculer le site dans un mode plus sobre. Nous, la question qu'on se pose, c'est pourquoi ne pas le faire directement à un moment. Et l'autre chose, c'est qu'en fait, potentiellement, c'est aussi l'occasion, par contre, c'est pas inintéressant de le faire pour l'accessibilité. Donc de proposer un site qui sera plus sobre, mais aussi beaucoup plus contrasté pour les personnes malvoyantes ou autres. Donc c'est vrai que les fonctionnalités peuvent être intéressantes. Encore une fois, c'est développer une nouvelle fonctionnalité et du coup, c'est plus de budget. Donc potentiellement, autant faire quelque chose d'accessible et de sobre dès le départ. Merci pour la présentation. Je travaille pour Haute-Marine Vanoise et je gère 6 destinations, enfin même 7 avec la destination globale, donc on a 7 sites internet qu'on a retravaillé il n'y a pas très longtemps. Et vous parliez des API, moi c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, je dois rendre des comptes aussi à des donneurs d'ordre qui me demandent est-ce qu'on atteint nos objectifs, etc. Comment faire sans Google Analytics pour s'assurer que nos sites ils sont performants, nos visites elles progressent, quelles sont nos premières pages, nos top pages, parce que c'est ce qu'on a analysé pour les mettre dans nos headers pour que le parcours soit plus simple. Donc voilà, sans API et sans Google Analytics, je ne suis pas un grand spécialiste, mais ça m'intéresse de savoir comment vous faites pour être pertinent sur le sujet sans ces chiffres-là. Google, ils ont réussi un truc très très fort, c'est de faire croire que sans Google, on n'a pas de statistiques. Et c'est complètement faux. C'est-à-dire que votre serveur, il est à vous, il vous appartient. Quand un ordinateur s'y connecte et demande de voir une page, vous le savez, c'est la base. Et en fait, on enregistre, on sait son adresse qui est anonyme, on sait quelle page il voit, on sait à peu près le temps, et on sait d'où il vient, qui sont un peu les statistiques de base dont on a besoin. Google Analytics, il cherche lui à savoir qui est cette personne. Il ne cherche pas à savoir qu'il est venu sur une page, un site, etc. Il veut savoir quelle est sa taille de chaussures, qu'est-ce qu'il achète, où est-ce qu'il est allé avant, où est-ce qu'il va sur d'autres sites, qu'est-ce qu'il consomme, si possible sa ville, sa région et son pays, etc. On n'a pas besoin de Google Analytics pour savoir tout ça. Nous, on a une solution auto-hébergée qui s'appelle Plausible, il y en a d'autres, qui fait des statistiques un peu à l'ancienne, comme il y a 20 ans, où juste il regarde ce que font les gens. Et il ne regarde pas qui sont les gens, il regarde ce qu'ils font. Donc nous, on sait, sans API, sans Google Tag Manager, on sait exactement sur le salon Mountain Planet à quelle heure était le pic de visite, on sait quelles sont les pages les plus vues, on sait d'où ils viennent, on arrive à recréer un peu leur parcours, parce que comme on sait de la page où ils viennent, on arrive un peu à faire du saut de mouton et à analyser, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, ces informations, en fait, elles sont sur votre serveur, sur votre site, on les sait, ça fait 30 ans qu'on a des statistiques sur les serveurs, mais Google est très fort, il a fait croire que en fait, c'était le seul outil qui pouvait compter des visites et qu'il n'y en avait pas d'autres. Mais en fait, il y en a plein d'autres qui existent et qui fonctionnent et qui sont respectueux des RGPD. Parce qu'on ne cherche pas à savoir, à caractériser le visiteur, à savoir exactement qui il est. On cherche juste à savoir ce qu'il fait sur le site. Et 95% de nos clients, en fait, ils ont juste besoin de savoir, est-ce que, comme vous dites, est-ce que les gens y viennent, est-ce qu'ils viennent beaucoup, quand, et qu'est-ce qu'ils regardent le plus. Parce qu'en fait, la plupart du temps, c'est ça qu'on a besoin de savoir. C'est pas de savoir est-ce qu'il a acheté sur tel ou tel autre site aussi, quel produit, et choses comme ça. Et oui.
donc on l'a dit, quand on a vu donc nous sur notre site à nous, et on n'a pas réussi donc sur MGP, mais sur la Mountain Planet, et ben pas de bandeau de cookies, parce que les cookies c'est les API tierces. Quand on n'en met pas, on met pas de bandeau. Souvent les bandeaux c'est eux-mêmes des API tierces, parce que souvent quand vous mettez des bandeaux c'est des outils externes et qui sont eux-mêmes des outils, donc en vrai il faudrait limite mettre un truc dans le bandeau qui dit le bandeau met une information. Mais du coup on se passe de ça, on respecte la vie privée et il n'y a plus besoin de ce bandeau de cookies. Par contre il faut quand même que dans vos politiques de confidentialité qu'il y ait un petit mot sur le fait qu'il n'y ait pas de cookies et qu'est-ce que vous faites d'autre avec vos données dans votre entreprise. Mais ces données là comme elles sont anonymes, ça marche. Et tu sais quand même d'où viennent les gens, tu es un Parisien. Mathieu. Mathieu il triche. En fait oui, parce que pour faire simple, un utilisateur il a une adresse IP, là je pense que vous connaissez un peu ça, c'est une suite de chiffres avec des points. Ces adresses IP elles sont anonymes, c'est interdit de savoir à qui elles sont attribuées, on peut pas le savoir. Par contre elles sont attribuées par plage dans des zones géographiques. Donc on sait que je vais dire un truc très faux mais c'est pour symboliser, de 0 à 100 000 on sait que c'est l'Europe, on sait qu'après de 101 000 à 1 million c'est l'Asie, donc on arrive un petit peu à savoir. Ouais. On a une donnée globale mais qui n'est pas précise à la région. Et je rajouterais juste un petit truc. Non, j'ai déjà oublié ce que je voulais dire. Je sais plus ce que je voulais dire. C'est pas Google Talk, c'est une autre API. Alors réfléchissez-y Oui, 2 vas-y. minutes. Est-ce que j'ai encore 2 autres questions? Et après, vous aurez aussi l'occasion de leur sauter dessus au moment de déjeuner. Comme ça, ils pourront pouvoir déjeuner. Merci beaucoup pour votre présentation. Donc, je me présente Thomas Blandin, webmaster du site lesarcs.com. En tant que destination, aujourd'hui, on a énormément besoin d'images et de vidéos, notamment pour promouvoir la destination. Pour vous, quel est le juste milieu justement sur la promotion de la destination en utilisant les images et les vidéos? Déjà, comme on le disait, si on peut éviter d'avoir une vidéo dès qu'on arrive sur la homepage. On l'a. La homepage, c'est la page qui est théoriquement la plus vue, sauf cas très spécifiques de campagne avec accès direct sur une page. Si on peut éviter ça, c'est déjà un gros pas. Donc si la vidéo elle est proposée déjà ne serait-ce qu'avec un remplacement de embed avec une image, même si elle encourage la personne à la lire, il y a peut-être la moitié des gens qui vont passer à côté. Ça va sûrement pas faire la moitié des gens qui ne vont pas venir aux arcs parce qu'ils n'ont pas vu la vidéo. Et puis après c'est surtout une question de web design, c'est-à-dire qu'on arrive quand même à avoir des sites attractifs qui vont utiliser des images un petit peu plus petites et donc c'est essayer de faire un petit peu avec ça, puis tous les outils qu'on a dit avant, le lazy loading, etc. Après, une grosse part des choses, ça reste, comme on disait tout à l'heure, avoir un back-office qui est bien fait et qui, quand vous uploadez une image en JPEG qui fait 16 mégas, elle vous la transforme en WebP qui va faire 200 kilooctets et qui sera à la bonne taille. Et là, déjà, c'est déjà beaucoup plus efficace, quoi. On va prendre une dernière question. Oui, un petit enchaînement sur le poids. Quel est votre méthode pour calculer le poids? Vous l'avez marqué quand vous avez fait l'analyse des différents sites. Et donc voilà, je voulais voir un peu avec vous comment vous avez travaillé là-dessus. Oui, exactement. En fait, on lance des outils qui traquent ce qu'on fait. Donc Lighthouse ou les navigateurs, ils ont parfois des outils qui enregistrent tous les flux, tous les trames qui sont enregistrés et on regarde le poids à la fin. En fait, il enregistre l'intégralité des visites. Vous pouvez le faire avec Firefox quasiment, hein, c'est pas très compliqué. Il y a un peu plus que ça, mais... Une dernière question et après on enchaîne. Voilà, vous preniez l'exemple de sites très évolués qui sont faits par des gens très intelligents. Et par contre, si on fait son site soi-même, ou tu vois, moi j'utilise un Shopify pour Backcountry Magazine par exemple, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques en utilisant des sites, des générateurs de sites? Est-ce qu'il y en a des mieux que d'autres? Est-ce qu'ils prennent conscience de ça? Est-ce que vous avez des conseils là-dessus? Ou est-ce qu'il faut absolument payer Wanaka? Alors, il ne faut pas payer Wanaka, pas trop. Les générateurs de sites, le problème c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont génériques. Pour être générique, il faut couvrir beaucoup de cas. Pour couvrir beaucoup de cas, il faut beaucoup de fichiers, il faut beaucoup de données. Et en fait, souvent, ça ne marche pas. Il y a des contre-exemples, on peut réussir à faire des choses, mais ça revient quasiment à faire du travail de développeur et de webmastering. Shopify, il va avoir des tonnes d'outils de marketing, il y a de l'encapsulation, il y a plein d'autres choses derrière. C'est quand même compliqué, ouais, je pense. Après, il y a des petits tests que vous pouvez faire, c'est-à-dire que sur votre site, vous allez voir les images qui sont affichées. Vous cliquez sur le bouton droit, vous faites télécharger.
Si l'image fait 16 mégas, il y a quelque chose à faire. C'est-à-dire que vous pouvez passer par des outils genre PNG, TinyPNG ou des choses comme ça qui permettent de diminuer sur Internet. Vous glissez, déposez vos images, ça vous les retélécharge en beaucoup plus petit, enfin avec un poids beaucoup plus léger. Et ça vous permet ensuite de les réuploader. Et si le système ne recrée pas, lui, un encodage qui les réalourdit, normalement, c'est gagné. Oui, j'étais un peu pessimiste, mais c'est vrai que sur le contenu que tu peux mettre, tu peux faire un petit peu des choses, mais après, sur la forme du site en lui-même, pas vraiment. On peut les applaudir. Merci à vous deux.